L'Union européenne, Trump qui met les tarifs, c'est ça, je l'ai mentionné un petit peu en début de Web Journal. L'UE regrette vivement l'annonce de Trump de doubler les droits de douane sur l'acier et l'aluminium. Au début, il avait dit 50 il avait annoncé des tarifs sur l'UE. Puis là, il y avait eu un coup de téléphone avec von der Leyen. Puis il avait repoussé les tarifs au mois de juillet pour donner le temps aux négociations. Mais là, paf, il annonce une hausse des tarifs là, il y a 2 jours. 50 sur l'acier et l'aluminium. Là, l'UE est prête à imposer des contre-mesures après que Trump double les tarifs douaniers sur l'acier de 50 Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? L'Allemagne, moi, je pense que tout ça est lié. Il y a une question commerciale là-dedans, parce que les États-Unis ont un déficit commercial avec l'UE. Ils ont un déficit commercial de 200 millions d'euros avec l'UE. Quelle est la valeur des exportations de l'UE vers les USA en 2024? C'était de 531. Et quelle est la valeur des exportations US vers l'UE en 2024? C'est 333 milliards d'euros. Et donc, les États-Unis ont un déficit commercial de 200 milliards. Et donc, pour eux, c'est un déficit commercial, c'est atroce, hein, finalement. Hein. C'est comme tu saignes, et puis tu t'appauvris. Les États-Unis s'appauvrissent de 200 milliards de dollars par année vis-à-vis l'UE. Et donc, d'où l'idée de mettre des tarifs, etc. Dans les négociations, je suis certain qu'il y a toute cette question-là, la question des négociations avec l'Ukraine, la Russie, c'est une façon de mettre de la pression sur ces négociations-là. Entre-temps, il y a le chancelier allemand Merz qui a annoncé qu'il n'y avait plus de limite de portée pour les armes en Ukraine. Alors, il est arrivé comme ça, alors que Scholz, l'ancien conseiller allemand, était beaucoup plus posé. Hein, il avait raisonné Macron sur l'envoi de troupes au sol, et puis il disait non, on n'utilisera pas le Taurus, le missile de croisière allemand. Non. Là, Merz, le nouveau premier ministre, arrive et dit plus de limite de portée sur les armes. Et donc, ça, c'est quelques jours après l'annonce des tarifs de Trump contre l'UE. Et donc, ça a l'air de... Et là, j'en fais une petite parenthèse dans le Web Journal, mais ça a été gigantesque, cette annonce-là, dans le web géopolitique. C'est-à-dire que le missile Taurus est beaucoup trop complexe pour être opéré par des unités ukrainiennes. Et donc, cette annonce-là, c'était comme s'il disait qu'il permettait au Taurus d'être utilisé, qu'il a donné le Taurus. Et donc... ça prend nécessairement des équipages allemands pour tirer le Taurus. Les équipages ukrainiens ne peuvent pas, n'ont pas la formation, etc. Et donc, ça prend des équipages allemands. Et finalement, s'il y avait eu une frappe de Taurus de l'Ukraine contre la Russie, ça aurait nécessairement été une frappe allemande contre la Russie, puisque les soldats étaient allemands, par nécessité, les soldats étaient allemands, etc. Et donc, ça aurait été une extension du conflit. La Russie aurait été en droit de répondre. Il y a eu plusieurs déclarations de la part de personnalités russes sur cette initiative de l'Allemagne. Et donc, là, il y avait ce potentiel-là de Troisième Guerre mondiale, mais finalement, tout ça n'est que des moyens, ça ne représente que des moyens de pression. Je pense que le chancelier allemand ici essaie de mettre ça dans la balance dans les négociations avec Trump sur les tarifs. Trump met des tarifs pour peser sur l'UE dans les négociations. Parce que c'est l'UE maintenant qui défend Zelensky, là, puis l'Ukraine, puis la guerre. La Russie veut arrêter ça, Trump veut arrêter ça, puis c'est juste l'UE qui veut continuer la guerre. Et donc, tu mets des tarifs, puis là, tu enclenches de gigantesques négociations, oui, sur ça, telle chose économique, mais il y a aussi l'aspect politique. Okay, tu vas arrêter ton soutien à Zelensky, tu vas faire pression, arrêter les livraisons d'armes, etc. Déjà, les Américains ont annoncé qu'ils ne livreraient plus, ils ne voulaient plus livrer de missiles patriotes à l'Ukraine, etc., couper le financement. Et donc, il y a sûrement de ça, puisque Trump veut arriver à la paix, c'est sûr que et que le principal obstacle à la paix présentement, c'est l'UE. Eh bien, c'est sûr que ça fait partie des négociations et c'est ce qu'on appelle de la géofinance, hein, géofinance, between political and financial geographies. Hein, donc, tu utilises pression économique comme arme politique dans des négociations. C'est pas juste des blocus ou des trucs comme ça, mais c'est-à-dire... tu sais, tu peux faire une frappe. La géofinance, c'est comme genre faire une frappe ou déclencher un événement dans le Golfe Persique pour faire monter temporairement les prix du pétrole. Et il y a beaucoup de ça. Tu peux... un petit clin d'œil à Max, hein, qui nous a introduit ce terme-là il y a quelques années. Et c'est ça. Donc, on peut manipuler les événements financiers pour avoir des gains politiques et on peut aussi manipuler les événements politiques pour avoir des gains financiers. Donc, tout ça, il y a de la géopolitique puis aussi de la géofinance. Voilà.
Donc, c'est ce que je pense qui est à l'œuvre présentement, parce que l'Europe est coincée, évidemment. Hein. L'Europe est coincée, comme je l'ai dit en début de Web Journal, ils se sont peinturés dans le coin avec la Russie en termes de commerce. Et maintenant, les États-Unis, après ça, appliquent eux aussi de la pression. Alors, qu'est-ce qui reste à l'UE? Ils n'ont plus de débouchés pour aucun de leurs marchés. T'sais, il reste un peu la Chine. C'est comme... c'est énorme comme quand... Comme, comment je pourrais dire? Comme revers stratégique, comme revers économique, c'est énorme. C'est ce que je disais dans le web journal précédent. Je parlais de l'Europe dans les taux. Ben, c'est ça. L'Europe est dans les taux. J'avais montré les cartes où la situation géopolitique s'était retournée contre l'Europe avec J.D. Vance et Marco Rubio qui disaient, qui parlaient des pays européens. Même Elon Musk disait que les pays européens ne représentaient plus la démocratie. Il parlait de menaces de l'intérieur, que Rubio avait dit que l'Allemagne était comme une tyrannie. Et puis, etc. La pression sur l'Europe, ça, c'est de la pression politique. Et j'avais expliqué avec la carte que c'était, au lieu d'avoir une expansion vers le heartland en géopolitique, avec l'Ukraine et la Syrie, ben on était plutôt maintenant concentré sur le champ de bataille Europe. Ça, c'était le volet politique. Et là, il y a le volet économique aussi. C'est la même chose, sauf que version sanctions des deux côtés, sanctions avec la Russie et application des tarifs par Trump pour... Donc, tant du côté politique que du côté économique, le quatrième Reich est pris en étau.